les filières de formation et laboratoires de recherche. Je vais laisser le micro, il en a un, bon, c'est formidable, à M. Brosseau qui va animer cette table ronde. Et je vous laisse la parole. Je vous remercie. Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, mes chers confrères, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord inviter toutes les personnes qui participent à cette table ronde à prendre place dans ces fauteuils qui nous tendent les bras. Et nous attendons encore Monsieur Romanet. Monsieur Balosso est là, et je pense qu'il ne va pas tarder. Monsieur... Pardon. Bien. Voilà. Formation et recherche sont indissociables et nous avons l'avantage à Grenoble d'offrir des atouts indéniables. Après cette brillante matinée, abordons à présent, dans le temps qui nous est imparti, certains aspects des filières de formation et des perspectives de quelques thématiques de recherche. Madame la directrice générale du CHU, il y a une trentaine d'années, sur le site du campus santé de Grenoble, de la Tronche, il n'y avait que des facultés de médecine, de pharmacie et le CHU, sans aucune structure de recherche identifiée. Depuis lors, l'Institut Albert Bonniot, dédié à la cancérologie, et le Grenoble Institut de neurosciences ont vu le jour. Le CHU a certes comme vocation les soins et constitue le terrain de formation pour les futurs professionnels de santé. Mais il est également un terrain de choix pour la recherche clinique, moins bien connue du public. Pouvez-vous nous exposer comment se situe Grenoble dans ce domaine par rapport aux autres instances hospitalières et les retombées escomptées pour notre CHU? Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, vous me donnez la parole en premier. Je pensais être la dernière à intervenir. J'aurais préféré parler derrière le professeur le doyen Romanet. Pour autant, la recherche clinique, qu'est-ce qui caractérise un CHU? Un CHU, c'est les soins, l'enseignement et la recherche. Donc le CHU de Grenoble est particulièrement bien positionné dans le domaine de la recherche clinique, puisque au niveau national, nous sommes, de par la taille, le 12e CHU, mais au niveau de la recherche, nous sommes le 10e CHU, ce qui est une place tout à fait honorable au niveau national. Au niveau donc la recherche clinique, les règles en ont été fixées par la loi Hurier-Cérus-Clas en 88 et ça s'est progressivement mis en place, les relations entre l'industrie par exemple et les CHU, souci de clarifier les relations, souci de protection des personnes dans le cadre de la recherche clinique. Et la plupart des CHU ont pris comme parti de dire, eh bien, tout l'argent qui nous vient des essais cliniques passés avec l'industrie va retourner à la recherche. Et dans les années 90, beaucoup de CHU sont devenus promoteurs de recherche clinique. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, en interne, on consacre des sommes conséquentes à des projets qui ne sont pas soutenus par l'industrie pharmaceutique, mais qui sont soutenus par des praticiens et dans lesquels les CHU vont effectivement financer ce qu'on appelle les surcoûts, hein, parce que la plupart des essais se font avec bénéfice direct, donc de toute façon ce sont des patients qui sont traités, mais au titre d'une recherche, eh bien, on va mettre en place des examens complémentaires, M. Balosso en parlerait bien mieux que moi,
des examens radiologiques, des scanners, des IRM, etc. Et donc, effectivement, il faut des financements, puisque c'est un coût qui n'est pas financé par l'assurance maladie. Donc, la recherche clinique s'est beaucoup développée. Donc, Grenoble, le CHU de Grenoble, et je le dis, je le redis devant vous, le choix qui m'a fait retenir Grenoble, c'était cet aspect recherche, puisque dans les années 90, au CHU de Rennes, j'avais mis en place, j'avais été directeur de la recherche clinique, on était parmi les premiers à avoir fixé les règles dans les CHU, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup tenu à cœur, et donc Grenoble est très intéressant pour effectivement les essais. Donc nous sommes tous les ans, donc il y a des appels d'offres, ce qu'on appelle en particulier les programmes hospitaliers de recherche clinique, ce sont des appels d'offres nationaux, donc une partie des fonds d'assurance maladie sont dédiés à ces appels d'offres. Donc régulièrement, nous sommes récipiendaires et nous gagnons, entre guillemets, ces appels d'offres. Donc au CHU de Grenoble, aujourd'hui, il y a en cours 1200 essais. Donc c'est quand même considérable, un établissement de 2200 lits, on mène 1200 essais. Alors mener un essai, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est faire des inclusions, clôturer des essais, et puis après, effectivement, faire des publications. Et c'est les publications qui font la notoriété du CHU. Et c'est parce que je crois qu'on publie beaucoup que, effectivement, le CHU de Grenoble est aussi bien positionné. Alors, il y a ça, et puis il y a quelque chose de tout à fait intéressant qu'on a lancé au niveau de Grenoble et plus particulièrement de la région Rhône-Alpes. On a fait un appel d'offres de ce qu'on appelle les DHU, les départements hospitalo-universitaires, et donc ça a donné lieu à un concours international, entre guillemets. Les projets ont été soumis à un jury international, et donc en particulier on a un projet qui va partir de DHU dans le domaine de la neurologie, qui est un des points très forts. J'ai vu qu'au programme vous aviez le professeur Benabit ce matin, vous savez bien quelle est sa reconnaissance internationale. Donc on va lancer un projet DHU dans le domaine de la neurologie, mais il y a aussi d'autres projets qui sont émergés. Je vois le professeur Cinquin, donc d'autres axes aussi ont été définis au travers de cet appel d'offres de DHU. Et le but du DHU, c'est quoi? C'est en fait de nous rendre plus lisibles dans certains domaines de la recherche clinique, de telle façon à ce qu'on cible plus précisément nos thématiques de recherche. L'ambition qu'on a, c'est par exemple au regard de l'industrie pharmaceutique. C'est très important pour nous parce que je vous dis c'est une source de recettes, et puis je pense que c'est très important effectivement de pouvoir participer à des inclusions. C'est très important aussi que pour les laboratoires pharmaceutiques, nous soyons visibles. C'est-à-dire on dit bien à Grenoble, on va plus particulièrement mener des essais dans tel et tel domaine. Donc ce qu'on souhaite et ce à quoi je vais m'employer, c'est effectivement avec le professeur Zarski qui est en charge de la recherche, du département recherche, eh bien c'est qu'on soit extrêmement dynamique sur la recherche clinique, de telle façon à ce qu'on soit attractif, qu'on inclue rapidement les patients et qu'on clôture rapidement les essais. Enfin, je pense qu'il y a toute une dynamique à mener, et les DHU ont eu pour avantage de nous rendre plus visibles, et même pour moi qui arrivais, de voir quels étaient nos points forts dans le domaine de la recherche. Et puis après, il y a effectivement l'IAB, le GIN que vous avez cité, qui sont effectivement des lieux d'excellence dans lesquels, mais il y en a d'autres, je ne voudrais pas en oublier, qui permettent effectivement de faire reconnaître la recherche clinique au CHU de Grenoble. Effectivement, actuellement, les essais thérapeutiques sont parfaitement admis par les patients. Je me souviens, compte tenu de mon ancienneté, les premiers essais n'étaient pas toujours bien acceptés, pas par le patient, mais par la famille. Le tirage au sort était quelque chose d'inacceptable. Or, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'est pas éthique de traiter un patient en dehors d'un essai, tout simplement parce que, d'abord, tous les moyens sont mis en place pour que cette thérapeutique se fasse dans les meilleures conditions, mais également, on peut tirer bénéfice également sur le plan scientifique de l'efficacité ou non de telle ou telle attitude thérapeutique. Et je suis vraiment très heureux de voir qu'actuellement, vous avez un nombre
importants d'essais, alors que jadis c'était 1 ou 2 essais, et encore qui n'arrivaient pas toujours à aboutir compte tenu des difficultés que je viens de vous évoquer. Madame Pébé-Péroula, puisque nous sommes dans le domaine de la recherche, vous êtes la directrice de l'IBS, l'Institut nommé également Jean-Pierre Hebel. Et c'est un institut qui est entièrement dédié à la biologie structurale. Alors j'aimerais bien, pour, bien sûr, ceux qui ne connaissent pas tout à fait quels sont les axes de recherche et surtout la contribution au niveau de la santé. Et peut-être pourrez nous éclairer si l'allongement actuel de l'espérance de vie de la population, qui s'accompagne d'une prévalence de certaines affections, est-ce les travaux que vous engagez mettent en évidence des anomalies susceptibles de comprendre cette évolution? Merci pour cette introduction. C'est une lourde responsabilité de répondre à cette question. Je vais d'abord dire quelques mots sur la biologie structurale, parce que la biologie structurale, c'est une biologie à l'échelle moléculaire. Donc on n'est pas directement au niveau médical, mais je vais vous expliquer comment on rejoint le niveau médical. Donc c'est une biologie à l'échelle moléculaire qui consiste à déchiffrer les grandes fonctions biologiques. Et cette échelle moléculaire, les molécules qui vont intervenir, ce sont essentiellement des protéines. Il y a 70% de protéines dans les cellules. Ça va être aussi l'ADN, ça va être aussi des lipides, des sucres, mais ça va être aussi des assemblages de toutes ces protéines. Et donc le but premier, c'est d'enrichir nos connaissances sur ces mécanismes biologiques. Et c'est évident que si on a compris les mécanismes fondamentaux de ces grandes fonctions, et qu'on comprend les interactions des molécules qui sont importantes, on va pouvoir jouer sur ces interactions. Et donc, ces molécules, ces protéines, sont souvent des cibles de médicaments. Et donc, soit on peut arriver à concevoir des nouveaux médicaments ou à améliorer des médicaments existants sur la base des connaissances que nous générons. Donc, voilà un peu le lien avec le monde médical. Alors, les domaines dans lesquels nous travaillons, en fait... Ce que je voudrais dire aussi en introduction, c'est que la biologie structurale, c'est un monde d'interface. C'est un domaine qui a émergé dans les années 50-60, essentiellement en Grande-Bretagne. Et c'était un assemblage de chimistes, de biologistes, de physiciens et de mathématiciens. Et c'était même un petit groupe. C'est dans ce petit groupe qu'a émergé ce domaine, essentiellement à travers la cristallographie des protéines. Et la France a comblé son retard dans ce domaine dans les années 90, et il y a eu des grands programmes qui ont permis de faire l'Institut de biologie structurale en particulier, donc qui a été fait grâce aux organismes de recherche, donc le CEA, le CNRS, mais aussi grâce à l'université Joseph Fourier. Et la raison pour laquelle ça s'est fait à Grenoble, ça a déjà été dit ce matin, c'est ce contexte fort, cette physique très forte, et surtout cette physique instrumentale très forte. Et donc l'interface avec cette instrumentation forte a fait que la biologie structurale avait sa place ici. Donc voilà comment nous avons démarré. Donc l'IBS existe depuis 1992. Maintenant, nous avons doublé en nombre de personnes. J'ai parlé d'interface, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. On va revenir. Donc voilà, je laisse peut-être l'introduction à Très bien. stade. Merci. Je n'ai pas répondu au problème du vieillissement. Mais peut-être tout à l'heure, vous allez réfléchir un peu sur ma question, qui n'est pas piège, mais en fait, qui certainement demande quelques développements. Madame Catherine Picard, vous dirigez le laboratoire IMBM. Et
serait peut-être opportun que vous nous présentiez les différents axes de recherche également de cette structure. Et peut-être vous répondrez tout à l'heure à des questions aussi bien de l'auditoire que de nous-mêmes. Merci. Et déjà, donc, je vais me présenter. Je suis professeur à l'Institut Polytechnique de Grenoble. Donc, je vais un petit peu exposer ce qu'il y a dans le cadre de l'ingénierie pour le médical à l'Institut Polytechnique de Grenoble. Donc, il y a une filière d'enseignement qui a été créée il y a 10 ans et qui vise à former les étudiants aux systèmes et microsystèmes pour la physique et les biotechnologies. Et donc, ça, par rapport à l'intervention de Eva Pébé-Poula, il y a beaucoup d'instrumentation ici à Grenoble. S'il vous plaît, madame, vous mettiez le micro près de votre bouche. Sinon Donc, la filière, elle vise à former des ingénieurs qui vont travailler dans les métiers d'instrumentation scientifique, que ce soit des ingénieurs en recherche et développement, des ingénieurs en production, test, qualité, et pour donc des applications biomédicales qui peuvent couvrir le domaine de l'imagerie médicale, mais aussi tout ce qui est en plein développement, qui concerne les systèmes et les microsystèmes pour la biotechnologie et la médecine. Donc, Eva a parlé de l'importance de produire des outils à l'échelle moléculaire. Bien après, il faut aussi des ingénieurs pour assembler des systèmes, pour concevoir des systèmes, pour créer des nouveaux aussi matériaux qui vont pouvoir ensuite aller délivrer ces objets. Pour rebondir aussi, donc là c'est un peu ma casquette enseignante, je suis moi-même physicienne à la base et j'ai évolué ensuite vers la biologie. Au niveau des enjeux médicaux qui sont dans notre siècle actuel, on a parlé du vieillissement et comment est-ce qu'on peut faire. Et quelque chose qui se développe énormément, c'est ce qu'on appelle la médecine régénérative. Je pense qu'on aura tout à l'heure une présentation sur la médecine personnalisée, tout ce qui est à distance. Au niveau de la médecine régénérative, c'est un domaine qui me concerne particulièrement, on a besoin de concepts d'ingénierie, de matériaux, de concepts de cellules, et on a aussi besoin énormément de biotechnologie, de protéines actives, de drogues, qui vont pouvoir être véhiculées de façon précise, qui vont pouvoir être délivrées localement. Donc je pense que ça, c'est des objets qui vont pouvoir être discutés. Et aussi quelque chose qui est très très important, c'est le lien entre la recherche, l'industrie, les essais cliniques, puisque pour pouvoir innover, ensuite il va falloir que le produit soit testé cliniquement, et pour pouvoir innover, il faut être en contact avec les cliniciens qui vont appliquer ce produit, mais bien sûr il faut des industriels qui eux vont le produire, et là il y a tout un tas de régulations qui sont quand même très très lourdes actuellement, et spécifiquement dans le domaine de la délivrance de molécules actives. Voilà. Je vous remercie. On poursuit notre tour de table. Monsieur le doyen, je vous remercie de votre présence. Notre faculté de médecine vient de fêter ses 50 ans depuis sa création. Les méthodes pédagogiques ont certes évolué depuis pour s'adapter au progrès rapide des connaissances, aux différentes réformes universitaires et surtout à l'afflux sans cesse grandissant des étudiants en première année de médecine, devenue actuellement première année des études de santé. Vous avez mis en place pour cette année inaugurale une organisation originale des enseignements. Voulez-vous nous exposer les grandes lignes ? Bien, merci beaucoup de votre invitation. Excusez mon retard, mais nous avions quelques petits soucis justement dans cette faculté. Oui, nous sommes dans notre faculté depuis déjà pas mal d'années, dans nos deux facultés, puisque vous savez que sur le même site, nous avons la chance d'avoir la faculté de pharmacie qui évidemment fait partie de ce site et a aussi une implication extrêmement forte dans tout ce qui est pédagogie et formation. Je voudrais dire que depuis quand même pas mal d'années, nous avons la préoccupation de la formation. Alors, je le dis bien, nous sommes une UFR, c'est-à-dire que nous sommes une unité de formation et de recherche. Et il est bien évident que nos deux facultés ont également un regard extrêmement précis et sur ce que doit être la recherche, notamment dans tout ce qui est le biomédical, et en tout cas
évidemment sur tout ce qui se fait au niveau de notre secteur santé. Alors là, on va s'orienter plutôt un peu vers la formation parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas évidemment produire des enseignants-chercheurs médecins sans qu'il y ait une formation qui soit à niveau. Et cette formation, c'est vrai, comme vous l'avez dit, elle commence par la première année. Elle commence par la première année, mais ça serait un leurre de croire qu'on peut réformer une première année sans réformer le reste. Il y a une philosophie de la formation qui est extrêmement importante et les points qui sont quand même tout à fait fondamentaux à toujours avoir à l'esprit, c'est que nous sommes quand même au départ des formations qui sont des formations professionnalisantes. Donc nous avons des enjeux qui sont tout à fait importants. Nous devons former des professionnels de santé qui doivent être de qualité, qui seront les médecins d'aujourd'hui et de demain, et il est évident que ça doit être notre préoccupation première. Ce qui veut dire que quand on fait de la formation professionnalisante, il faut identifier les compétences, l'acquisition des compétences qu'on veut bien sûr faire en sorte que nos étudiants puissent avoir. Qui dit compétences dit évidemment des objectifs précis, et qui dit des objectifs précis dit de faire un programme bien sûr en parfaite adéquation avec cela. Ce qui veut dire que la formation doit avoir toujours en arrière-pensée le fait que nous devons former de bons professionnels, en l'occurrence de bons médecins, et qu'elle doit être centrée sur l'étudiant. Alors ça, c'est un point qui est tout à fait important. Quand on est enseignant, ça doit être un plaisir de faire de l'enseignement, c'est vrai, mais il n'est pas question de se faire plaisir. C'est-à-dire qu'on doit d'abord penser à ce que nous devons enseigner, à ce que l'étudiant reçoit, comment il le reçoit, comment il l'intègre, et si ce qu'on lui dit, effectivement, va lui servir. Quand on fait de l'enseignement pour se faire plaisir, je dis bien pour se faire plaisir uniquement, il se peut de temps en temps qu'on puisse faire des cours qui sont dans nos domaines de compétences, dans lesquels on excelle. On fait certainement de très bons cours, mais il faut savoir à quoi ça va servir à nos étudiants. Donc là, nous sommes de ce côté-là extrêmement attentifs à ce que les enseignements qui soient faits soient des enseignements qui soient cohérents. Un premier point, donc, pour revenir sur cette première année, c'est vrai que nous avons opté pour ce qu'on appelle un apprentissage actif. Il y a deux sortes d'apprentissage. Il y a l'apprentissage, comme nous le savons tous, passif, c'est-à-dire que vous mettez 1500 étudiants dans un amphithéâtre et vous leur faites un cours magistral. Ils arrivaient là complètement naïfs et ils ressortent de là, hormis les trois premiers rangs, bien sûr, parce qu'ils ont pu entendre, les autres ayant fait évidemment le brouhaha que vous imaginez, eh bien évidemment ils ont, eux, pu avoir quand même un certain nombre de connaissances qu'ils ont pu éventuellement enregistrer, les autres c'est beaucoup plus aléatoire. Donc tout ça pour dire que l'apprentissage, on ne peut le concevoir maintenant que de façon active, c'est-à-dire que l'étudiant doit avoir une première phase qui est ce qu'on appelle une phase d'auto-apprentissage. Alors il n'est pas question qu'il fasse n'importe quoi, n'importe comment, comme on veut bien nous le faire croire avec les MOOCs qui ont l'air de partir en... C'est pas du tout ça, hein, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, bien sûr. L'auto-apprentissage, ça se fait selon un calendrier extrêmement précis, sur des documents qui sont tout à fait précis. Alors ces documents peuvent être des documents modernes sur audiovisuel, comme on peut le faire, qui peuvent être enregistrés sur des DVD, sur des sites, enfin bon, il y a plusieurs façons de faire. Mais il n'empêche quand même que c'est là-dessus que doivent d'abord travailler les étudiants selon ce fameux calendrier. Quand on fait de l'auto-apprentissage, forcément, on ne comprend pas tout, c'est normal, et il y a à ce moment-là un certain nombre de questions que les étudiants peuvent être amenés à poser, et c'est là où les enseignants ont un rôle tout à fait important. Ils sont là justement pour répondre, expliquer, éventuellement donner de l'iconographie complémentaire, contextualiser ce que l'étudiant a appris. Et ça peut se faire éventuellement en ligne, c'est pas le mieux, en présentiel, c'est beaucoup mieux. Ce qui veut simplement dire que c'est pas parce qu'on fait effectivement des documents qui peuvent être en ligne qu'on se débarrasse complètement de l'enseignement présentiel. Ça serait une énorme erreur. D'autant plus que derrière l'explicatif, il faut ensuite
de l'applicatif, c'est-à-dire qu'il faut voir si les étudiants ont bien compris, ont bien enregistré, sont capables de restituer au bon moment et selon ce qu'on va leur poser comme question, ce qu'ils ont engrangé comme connaissance. C'est la troisième phase qui peut se faire volontiers sous forme de tutorat, c'est-à-dire en petits groupes. Et là, on est dans le domaine aussi d'un enseignement qui est extrêmement présentiel. Donc, c'est ce que nous avons mis en place pour la première année. Donc, tout ce qui a pu circuler comme bruit en disant à Grenoble, on fait une distribution sauvage de DVD et ensuite on souhaite bonne chance aux étudiants, est totalement faux. Tous les enseignants de cette première année ont vu leur charge d'enseignement multipliée par 2, parfois par 3 et même 4. Donc, c'est simplement pour dire qu'il y a une véritable prise en charge de ces étudiants. Alors, ce que nous avons mis en première année, et nous l'avons fait en commun avec la faculté de pharmacie, et je rends hommage à René Griot, doyenne de la pharmacie, la faculté de pharmacie, quand nous avons mis ça en place, il est bien évident que, compte tenu du fait que c'est une méthode qui est quand même qui marche indiscutablement, nous sommes en train, petit à petit, de la faire évoluer sur toutes les années, pour que à peu près tous les enseignements soient faits sous cette forme. Alors ça, si vous voulez, c'est un point qui est quand même un point important, c'est les méthodes. Les méthodes, il faut maintenant changer de méthode par rapport à ce qu'on a connu jusque-là, et si on ne prend pas ce virage, évidemment, on va être très vite dépassé. Pour ce qui est quand même de notre faculté, pour revenir un petit peu sur le côté médecine, nous avons également beaucoup favorisé la formation pratique. Bon, ce qui est un petit peu normal. On est assez content quand on appelle son médecin traitant qu'il ait fait un peu de pratique avant de nous examiner. Et c'est vrai que, indiscutablement, là aussi, nous avons largement favorisé cette formation pratique de façon précoce, hein, c'est-à-dire dès les premières années, l'étudiant est en stage hospitalier, et il va voir la vraie vie, et il va être donc au contact des patients. Hein, donc ça, c'est un point important. Et nous avons aussi voulu que cette formation soit intégrée. Donc voilà, si vous voulez, les points assez importants. Alors, est-ce que vous souhaitez que je dise 2 mots sur le plan des doubles cursus, qui sont aussi une de nos préoccupations? Alors, quand on dit double cursus, ça veut dire qu'il faut avoir un cursus, c'est un cursus médical, bien sûr, des études médicales, et un cursus scientifique. Alors, nous avons là aussi essayé d'initier ça de façon, je dirais, assez incisive, dans la mesure où, dès les premières années, le premier cycle et le deuxième cycle, nous demandons à nos étudiants, ça c'est sous forme de volontariat, enfin finalement on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup, d'avoir un certain nombre d'enseignements qui sont des enseignements scientifiques qui sont dispensés dans un certain nombre de masters. Lorsqu'ils sont en troisième cycle, et c'est là où ça devient quand même quelque chose d'important, troisième cycle, vous savez que c'est le cycle de la spécialisation, hein, c'est là où les étudiants vont choisir soit une spécialité médicale, chirurgicale ou biologique. Eh bien, à partir de ce moment-là, on va les encourager à avoir une vraie formation à la recherche, à savoir qu'il est souhaitable qu'ils dispensent dans leur cursus d'une année, qui soit une année complètement libérée des charges cliniques, pour effectivement se tourner vers la formation à la recherche, dans le cadre généralement d'un master 2 recherche. Alors, quel est l'intérêt de cela? L'intérêt de cela, c'est évidemment que dans la mesure où un certain nombre de ces étudiants souhaiteront continuer une carrière hospitalo-universitaire, scientifique ou de chercheur, ils commenceront par la base, et il est tout à fait normal qu'ils commencent par ça. Mais c'est aussi quelque chose qui est très important pour leur formation. Ça, on ne le dit certainement pas assez. Il nous paraît absolument essentiel pour ces étudiants qu'ils soient confrontés à la recherche, parce que ça va leur ouvrir bien sûr l'esprit. Ils vont avoir une réflexion qui sera souvent beaucoup plus pertinente. Ils auront évidemment, ils apprendront un langage plus scientifique qui leur permettra de comprendre évidemment et d'échanger avec les scientifiques. Quand on est clinicien et qu'on veut faire de la recherche clinique, on a tout intérêt. La recherche clinique, c'est pas quelque chose de complètement déconnecté du reste. Au contraire, c'est de la recherche qui évidemment émane de la recherche translationnelle et qui fait qu'on est forcément en rapport avec des chercheurs.
Donc, à partir de ce moment-là, si on n'a pas un minimum de culture scientifique, évidemment, on se retrouve très vite déconnecté et on ne sait plus bien de quoi on parle. Donc ça n'est pas bon. Il est tout à fait nécessaire que justement, ces internes puissent avoir cette culture qui nous paraît absolument importante. Et puis, ça apprend le raisonnement. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on s'est aperçu que nos internes avant le master et nos internes après le master avaient évidemment des facultés, notamment dans le raisonnement clinique, qui étaient bien meilleures après. Donc ça nous paraît tout à fait important. Donc, en dehors même de contingences scientifiques pures, pour l'exercice de leur médecine future, il est tout à fait important qu'il y ait cette année de formation et à la recherche. Et nous sommes là pour justement essayer de booster cette formation qui nous paraît essentielle. Je dirais un dernier mot, en sachant que toute formation, puisque c'est de ça qu'on parle, toute formation doit absolument avoir derrière une évaluation. C'est-à-dire que nous devons, quand on fait de la formation, savoir comment cette formation a été perçue et on doit avoir un retour pour s'améliorer. Si on ne l'a pas, évidemment, on ne peut pas progresser. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est intimement lié avec la formation. Ça nous paraît tout à fait essentiel. Je vous remercie beaucoup. Je crois que vous avez donné une image très moderne de l'apprentissage de la médecine et qui est relativement éloignée maintenant avec les études qui ont été il y a quelques années dans des amphithéâtres avec de nombreux étudiants et sans vraiment cette prise en charge réelle des étudiants dès la première année pour leur cursus. Monsieur le professeur Jacques Balosso, aujourd'hui la radiothérapie est une des thérapeutiques majeures de la cancérologie. Elle doit préserver les tissus sains et détruire les cellules cancéreuses. Pourriez-vous nous exposer comment l'hadrothérapie, vous avez la charge de créer un laboratoire et une installation prochainement, respectera mieux les tissus sains et apportera l'espoir de guérison de certains cancers radiorésistants? Merci beaucoup, monsieur le professeur Roussos, de me donner l'occasion de parler de ce projet. Je le raccrocherai aussi à la problématique de cette table ronde qui est la formation et la recherche. En deux mots, en radiothérapie, on doit, comme l'a dit le professeur Roussos, essayer de mettre la dose dans la tumeur et le moins possible en dehors. Et des techniques plus avancées que les rayons X qu'on utilise aujourd'hui permettent ceci de manière plus précise parce qu'il y a des particules qui s'arrêtent à la profondeur de la tumeur sans avoir besoin de traverser tout le corps. Ce sont les particules chargées comme les protons ou les noyaux d'atomes. On appelle ça de l'hadrothérapie et donc ce principe physique permet effectivement de faire un progrès éventuellement très important dans la distribution de la dose. Or, la distribution de la dose, c'est ce qui est prédictif du résultat d'une radiothérapie. Si vous pouvez éviter de mettre une certaine dose dans les tissus sains et augmenter la dose autant que vous le pouvez dans la tumeur, vous augmentez les chances de guérison. C'est assez simple, mais techniquement, c'est relativement difficile à atteindre lorsque l'on veut dépasser les moyens qui sont habituellement les nôtres. Alors, bien entendu, ce type de techniques, qui sont à la frontière de la recherche et de l'application, ne peuvent pas être utilisées pour tous les patients pour des raisons d'abord économiques et ensuite techniques, mais aussi scientifiques. Elles ne sont pas forcément appropriées à tous les traitements. Et aujourd'hui, on considère qu'au maximum 5% des patients qui sont traités en France pour une radiothérapie, c'est-à-dire environ quelques milliers de patients, tireraient vraiment un bénéfice très important de ces techniques. Ce qui fait que pour la partie la plus prioritaire, quelques milliers de patients par an, on peut concevoir, et c'est le cas pour les ions carbone qui sont les plus avancés dans ce domaine-là, on peut concevoir qu'un seul centre national peut être déjà une ressource utile pour avancer dans ce domaine. Et ce qu'évoquait M. Vroussos à l'instant, c'est effectivement le projet de Centre national de carbone thérapie qui porte le nom d'Étoile, dont vous avez peut-être entendu parler les uns ou les autres, et qui devrait être construit dans le futur dans la région Rhône-Alpes et à laquelle participe Grenoble, bien entendu. Et c'est un petit peu ça que je vais vous expliquer, pourquoi on participe à cela et en quoi ça se raccroche aux capacités de formation et de recherche de notre université. Quand on vient à Grenoble, et je ne suis pas grenoblois,
La première chose qui frappe, c'est la puissance de la physique dans cette ville. Je dirais même ce qui frappe surtout, c'est l'extraordinaire activité et capacité scientifique de Grenoble dans une ville petite, trop petite d'ailleurs pour abriter un immense CHU qui serait seul capable d'exploiter toute cette ressource physique. Donc il y a une incohérence, je dirais, épidémiologique ou même démographique à Grenoble qui est vraiment frappante quand vous venez de l'extérieur. Ce CHU devrait être 4 fois plus grand pour pouvoir exploiter toute la science qu'il y a dans cette ville. Ce n'est pas la même manière de faire en France, malheureusement, et ça crée certainement des tiraillements entre la faculté qui est à ma droite et le CHU qui est à ma gauche. Et puis les médecins qui sont entre les deux, des fois, ils n'ont pas assez de bras pour faire tout ce qu'on pourrait faire. N'empêche que cette interface physique-santé qui est vraiment emblématique de cette ville, il n'y a qu'à voir la vitesse à laquelle s'est développée et de manière très pionnière la médecine nucléaire à Grenoble, le projet de ligne médicale à l'ESRF qui a maintenant une quinzaine d'années derrière lui et qui produit des résultats tout à fait innovants et intéressants. Ce matin, vous avez sans doute parlé beaucoup des gestes médicalement assistés par ordinateur et de la robotique, etc. Tout ça, c'est le produit de cette physique appliquée. De cette physique appliquée sont sorties des formations. Ces formations sont aussi, pour la plupart d'entre elles, parfois uniques en France, traduisant bien la capacité spécifique de Grenoble et à cette interface-là. Et je ne peux pas éviter de citer la radioprotection. Il y a un master de radioprotection à Grenoble qui est unique en France, peut-être unique en Europe, et qui a été fondé par M. Vroussos, dont j'ai hérité. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est de la physique appliquée à la santé. Et plus récemment, Grenoble s'est impliqué de manière tout à fait pionnière dans le redéploiement d'une formation efficace en physique médicale. Notre pays était dans une situation dramatique de ce point de vue-là, et c'est parti de Grenoble, grâce au projet Étoile en partie, de renouveler la formation des physiciens médicaux. Quand on s'est lancé là-dedans en 2003, il n'y avait qu'un seul DEA en France. Aujourd'hui, il y en a 10 et Grenoble a porté sa part. Et nous allons voir d'ailleurs comment ça va évoluer. Ce fondement, cette base a permis que l'Université de Grenoble s'implique de manière utile dans ce projet national d'adrothérapie dont je parlais tout à l'heure. Lorsqu'il a s'agi de le définir, les experts les plus à même de travailler sur ce projet venaient de Grenoble. L'Institut des sciences nucléaires, qui est devenu LPSC depuis, a fourni des experts pour établir les avant-projets de ce domaine. Et puis en quelques années, ce projet a suscité au niveau, certes local, lyonnais, puis au niveau régional impliquant Grenoble, puis maintenant au niveau national, un environnement de recherche scientifique qui est tout à fait intéressant. Dans ce domaine, il y a une énorme démarche collaborative entre l'Université Joseph Fourier et l'Université Claude Bernard Lyon 1. Ça, je ne peux pas le dissimuler, c'est extrêmement important, et c'est à cette interface d'ailleurs que personnellement je travaille. N'empêche que la première retombée de ce projet, ça a été la création du master de physique médicale en étroite collaboration entre ces deux universités, puisque c'était totalement paritaire. La moitié des étudiants étaient inscrits dans l'une et dans l'autre, la moitié des enseignants dans l'une et dans l'autre, etc. On a marché quelques années comme ça, puis du fait de la multiplication des projets en France, évidemment, la difficulté que ça imposait aux étudiants nous rendait moins compétitifs et on a organisé en bonne et due forme une séparation de ces deux masters. Il y a maintenant dans la région, il y a eu pendant un certain temps dans la région 2 masters de physique médicale. Lyon a arrêté pour d'autres raisons récemment. Deuxièmement, la direction du projet Étoile m'a été confiée à partir de 2007 et c'est bien parce que je venais d'une université qui pouvait nous donner une culture à la fois médicale, scientifique, technique et physique que ma place était justifiée dans ce domaine. Ensuite, avec les investissements d'avenir dont vous connaissez tous le nom courant qui sont le grand emprunt, il s'est agi de distinguer à l'échelon national et de rendre très visibles des projets qui avaient vraiment quelque chose à voir avec l'avenir des techniques et de la santé. Et de ce point de vue-là, ce projet aussi d'adrothérapie a été extrêmement enrichissant puisque Grenoble et Lyon sont les deux principaux, je dirais, sites liés par un laboratoire d'excellence qui s'appelle PRIME et qui a permis de fédérer, et ça je crois que c'est un autre aspect très important de l'esprit grenoblois, c'est de pouvoir fédérer des recherches, souvent à l'échelon national, tout en étant, comme je l'ai dit au départ, une assez petite ville. Donc cette fédération relie toutes les équipes grenobloises et lyonnaises, mais ça va un petit peu au-delà de cette région, qui s'intéressent à la physique appliquée, notamment au domaine de l'imagerie et des techniques innovantes en thérapie.
radiothérapie à travers le rayonnement synchrotron ou à travers la dronothérapie. Les équipes de recherche qui se sont distinguées autour du projet Étoile à Lyon font toute partie de ce LabEx aujourd'hui, qui est partagé de manière équivalente entre Grenoble et Lyon et qui est d'ailleurs coordonné par une grenobloise. Et puis, il y a plus récemment une infrastructure nationale qui fédère cette fois-ci à l'échelon national toutes les équipes de recherche dans ce domaine, qui s'appelle France Hadron, qui a été financée par le Grand Emprunt, qui a été officiellement lancée ce lundi sous ma présidence. J'en suis le coordonnateur national. Et là, vous voyez encore une fois que c'est un effort qui est parti d'ici et qui s'appuie sur les capacités de notre ville. Donc, d'une manière générale, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui caractérise cette démarche, c'est d'essayer de sortir de la recherche fondamentale une recherche appliquée, autant que faire se peut s'appuyer sur les possibilités de notre CHU, mais comme je vous l'ai dit, il est trop petit, eh bien il y a une démarche qui est très très fructueuse, je trouve, à Grenoble, qui est de chercher des appuis, de créer des fédérations, de se mettre dans un mouvement régional ou national et d'y acquérir une grande visibilité. En cela, je pense que ce projet est assez emblématique et aujourd'hui, j'ai le plaisir de voir des internes revenir dans notre ville, dans notre spécialité, qui était un petit peu désertée ces dernières années, avec l'idée, pas tous, mais certains, de dire « Ah, puis en plus, en venant à Grenoble, peut-être qu'on pourra un jour travailler au Centre Étoile ». J'admire l'optimisme de mes futurs jeunes confrères, mais en tout cas, ça montre qu'on a quand même acquis une certaine visibilité dans ce domaine. Je vous remercie. Je crois que c'est un projet qui verra le jour. Enfin, je ne suis pas devin, mais enfin, il est indispensable qu'en France, on puisse avoir une source d'hadrons pour il n'y en a que 4, je crois, de par le monde de ce type. Pardon, je retarde. Madame Paula Cran, vos travaux sur le cartilage articulaire et les mammographies par radiographie de contraste de phase et au synchrotron font référence. Voulez-vous nous exposer les axes de vos recherches au synchrotron? Oui, bien sûr, et merci beaucoup pour cette invitation. Et je m'excuse tout de suite parce que j'ai fait des erreurs, mais pour moi, l'anglais, c'est un petit peu depuis toujours la langue de la science, et aussi quand je suis à Grenoble. Donc moi, je suis venue à Grenoble, ça fait 10 ans, non, 12 ans en fait, et j'ai fait mon doctorat ici à l'université Joseph Fourier. Donc je dois remercier cette ville et cette université pour les grandes possibilités qu'elle m'a données, et surtout parce que j'ai eu la possibilité de travailler au sein de synchrotron de Grenoble. On l'appelle synchrotron de Grenoble, mais en fait, c'est pas du tout de Grenoble, c'est pas non plus de la France, c'est dans le sens que c'est vraiment une ouverture au monde. C'est que les synchrotrons, ce que les RF donnent à la ville de Grenoble. Quand on est scientifique, quand on est étranger, on vient ici, on est vraiment dans un monde un petit peu différent de centre-ville, donc on se trouve vraiment avec des personnes, des chercheurs, des jeunes qui viennent de tout le monde, surtout depuis l'Europe, mais aussi du reste du monde. Et donc, on respire tout de suite une air très différente, comme on dit, on parle anglais, on étudie ensemble des problématiques qui ne sont pas seulement les problématiques qu'on connaît dans l'université ou dans les instituts de recherche, mais il y a vraiment une variété, une large variété de problématiques qui sont amenées ici pour tous les différents chercheurs qui viennent ici, et ils sont milliers chaque année. Donc, ils viennent pour utiliser le synchrotron, que c'est une machine, on va dire, de physique, pour la physique, initialement, mais pour faire de la recherche vraiment ouverte à tous les domaines scientifiques. Donc, ça peut être la biologie, ça peut être la médecine, c'est sûr, mais aussi l'électronique, la chimie, etc. Les synchrotrons, comme vous pouvez le savoir, ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jours. Et quand on est des chercheurs, c'est un environnement enthousiasmant. C'est magnifique de travailler là-dedans parce que vraiment, on a beaucoup d'échanges. Comme on a dit, les applications et les domaines sont vraiment divers, ils sont beaucoup, mais le domaine médical et biomédical est très important. Et ça est souligné par le fait que le synchrotron a sa propre ligne médicale, que ce n'est pas une ligne française, ce n'est pas une ligne d'une nationalité particulière, mais c'est vraiment une ligne qui est gérée par
par le synchrotron, qui a sa propre personnel, son propre team, qui est au service de tous les chercheurs, de tous les utilisateurs qui viennent à Grenoble pour faire leur expérience. Et cette expérience, c'est des expériences qui ont vraiment ils ont un large spectre dans le domaine médical. Donc, il y a, je dirais, surtout deux buts. Donc, c'est faire de la recherche fondamentale. Et ça, c'est pour comprendre. Donc là, on va voir vraiment, on utilise les rayons X pour regarder les choses au niveau nanométrique ou au niveau sub-micrométrique, etc. Pour regarder vraiment quels sont les mécanismes de base pour des différentes pathologies ou pour différents phénomènes biologiques et médicaux. Mais il y a aussi un autre côté, que c'est le côté un petit peu plus, je dirais, macroscopique, que c'est vraiment de faire de la recherche avec une direction qui est plus vers la clinique. Donc il y a beaucoup, et peut-être c'est aussi la plupart de la recherche qui est préclinique, mais toute cette recherche préclinique a comme but, comme direction, le fait de réaliser, de développer quelque chose qui peut être utile demain dans la clinique. Soit pour comprendre les phénomènes, ou soit, maintenant je pars exactement mais plus spécifique, pour développer des nouvelles, des techniques d'imagerie médicale qui peuvent être utiles pour la diagnostic médical. Ça, c'est un petit peu mon domaine spécifique. Donc, essayer de voir si on peut développer, en utilisant les synchrotrons, donc les rayons X produits dans cette machine qui est extraordinaire, si on peut les utiliser pour développer des méthodes qui peuvent, on va dire, supérer les limitations de la diagnostic comme on l'utilise aujourd'hui à l'hôpital. Comme le professeur Labao dit ce matin, quand on fait de l'imagerie médicale, il y a 3 paramètres qui sont fondamentaux. La résolution spatiale, donc on veut voir des choses qui sont petites, qui sont plus en plus petites parce qu'on veut voir, par exemple, les étapes initiales d'une maladie, d'une pathologie. Parce que si on arrive à intervenir à ce niveau-là, on peut être plus efficace. Après, il y a la résolution en contraste. Donc, on veut avoir la capacité de bien caractériser un détail, une structure qu'on voit, comprendre si c'est vraiment quelque chose de pathologique ou quel type de pathologie ou si c'est quelque chose de différent. Et après, il y a la résolution spatiale. Les propriétés extraordinaires du rayon X produit au synchrotron font aussi qu'on peut vraiment pousser l'imagerie médicale dans toutes ces 3 directions. Et donc, on arrive à avoir des méthodes pour regarder mieux, plus vite et en regardant des détails qui sont plus petits. Il y a 2 grandes familles, je dirais. Donc, comme je dis, il y a vraiment les chercheurs qui viennent, ils arrivent avec des idées très différentes. Des fois, ils viennent avec des idées un petit peu exotiques, mais c'est bien. Donc, il faut rêver. Il faut rêver parce que entre 100 rêves, il y aura 2 idées qui, à la fin, il sera vraiment les idées vainquantes dans 20 ans, 15 ans ou 5 ans, mais quand même dans certains temps. Là, il y a 2 techniques qui sont surtout utilisées au synchrotron, pas seulement à l'ESRF, mais l'ESRF, c'est vrai qu'il y a la ligne médicale peut-être la plus connue, la plus avancée, grâce à l'effort international qu'il y a autour de sa ligne. Et une technique va utiliser le fait que les synchrotrons, les rayonnants, sont très très intenses, beaucoup des ordres de grandeur plus intenses de ce qu'on peut voir dans un laboratoire ou à l'hôpital. Et donc, on peut sélectionner certaines énergies. Après, on peut utiliser des agents de contraste d'un certain type. Et on peut après utiliser la technique de soustraction des images, où on arrive vraiment à regarder, à faire de l'imagerie fonctionnelle. Okay. Pour comprendre mieux certains mécanismes, par exemple, ici au synchrotron, il y a un projet très intéressant que c'est avec un groupe français du Amiens et des groupes finlandais, où ils étudient les poumons, les pathologies des poumons, en utilisant un modèle animal, que c'est le lapin.
Et il regarde, en utilisant ces techniques particulières, avec haute résolution, le fonctionnement des poumons quand il y a présent des conditions asthmatiques. Et ça, c'est vraiment pour comprendre quels sont les mécanismes de base dans certaines pathologies. Dans mon cas, j'utilise une imagerie qui est très très connue dans les domaines dans les synchrotron toujours, et dans les domaines des études des matériaux en général, que c'est l'imagerie à contraste de phase. L'imagerie à contraste de phase, c'est plutôt pulsante. On l'avait vu déjà avec du matériel, mais on a bien suite compris qu'il peut être très utile aussi pour tout ce qui est biologique. Il utilise les rayons X du synchrotron aussi. Le fait qu'ils sont produits, qu'ils sont très intenses, qu'ils sont produits avec une taille angulaire très très petite, que la source est beaucoup plus petite de ce qu'on a avec les tubes à rayons X. Et on arrive à voir des choses que si vous allez à l'hôpital et vous faites une radio, on ne les voyait pas. Pourquoi? Parce qu'on utilise, on peut développer des méthodes, des technologies avec les rayons X qui permettent de voir des choses que les rayons X de l'hôpital ne peuvent pas vous montrer. Donc, si vous allez à l'hôpital et vous faites une radiographie, vous voyez une image, et l'image, ce que vous voyez, est dû à l'effet qu'il y a une différence dans la densité des tissus que vous êtes en train d'imager. Et donc, l'os est plus dense que les tissus mûs, et donc, vous le voyez très bien. S'il a une pathologie qui a une densité différente au respect du tissu qu'il a autour, vous la voyez. Mais ce n'est pas toujours ça le cas. Il y a des fois des pathologies qui sont très difficiles à voir, ou il y a des détails qui sont très très petits et à l'hôpital on n'a pas la résolution suffisante, on n'a pas la sensibilité suffisante. L'imagerie à contraste de phase, elle ne regarde pas combien les rayons X est absorbé, mais il est capable de détecter la réfraction, donc les petits, mais vraiment très très petits angles de déviation angulaire des rayons X quand ils traversent le corps. Quelque chose qu'avec les techniques conventionnelles, on ne peut pas. Donc, on a vraiment besoin des rayons X avec une certaine propriété et avec certaines techniques que nous, au synchrotron, pas seulement à Grenoble, il y a des autres groupes dans le monde, des collaborateurs avec lesquels on essaye de développer ce type d'imagerie. Et comme je disais, il y a certains domaines d'application où on a vu que ce type d'imagerie peut être très puissant. Par exemple, dans le cas de la mammographie, donc de l'imagerie du sang, ou dans le cas du tissu mou, comme le cartilage dans notre articulation. Par exemple, si on veut parler exactement de la mammographie, historiquement, c'est aussi une application très importante et très importante aussi au niveau clinique. On sait que le dépistage de ces maladies est très important et ce qu'on utilise en général, c'est l'examen mammographique. Non? On prend deux projections, comme on disait ce matin, donc vision on regarde dans deux angles différents. Et on utilise les rayons X parce qu'on a besoin de voir des choses les plus petites possibles. Les rayons X, c'est aujourd'hui encore la technique qui permet de voir les choses les plus petites. Donc, si l'imagerie par résonance magnétique, il est très très bien pour regarder les tissus mûs, c'est vrai que quand même, il ne performe pas si bien comme les rayons X pour voir les détails petits, qui sont petits. Donc, avec l'imagerie à contraste de phase, on a vu qu'en regardant, en ajoutant ces mécanismes additionnels de contraste qui est dû à la déviation angulaire des rayons X, on peut voir des choses qu'une mammographie normale ne peut pas visualiser. Et en plus, on a vu que les gains qu'on peut voir en termes de dose permet aussi de faire des analyses 3D. Donc, c'est qu'à l'hôpital, aujourd'hui, on ne peut pas faire. Si vous allez à l'hôpital, vous ne ferez pas un scanner du sang parce que c'est un tissu qui a des problèmes au niveau des sensibilités aux rayons. Ça veut dire qu'il y a un certain danger, on va dire, quand vous utilisez des rayons X pour regarder dedans le sang humain. C'est pour ça que si vous trouvez une technique qui est plus sensible de ce qu'on peut voir à l'hôpital et qui en même temps peut aussi donner moins de doses, en vous donnant aussi un examen 3D comme c'est par exemple
à résonance magnétique, ça c'est un résultat extraordinaire. Ça, on est capable aujourd'hui à le faire dans les synchrotrons. Est-ce que ça veut dire qu'on est capable de le faire avec un patient? Non. Mais ça veut dire pourquoi? Parce qu'on ne peut pas amener tout le temps des patients dehors dans le synchrotron. Ce n'est pas vraiment envisageable. Donc, ce que nous on fait, c'est au synchrotron, c'est de développer des techniques, de démontrer qu'il y a des techniques, de nouvelles techniques qui peuvent marcher, comme les faire marcher. C'est quelque chose qu'on étudie. Et après, le futur est donné pour de nouvelles machines, que le professeur là-bas a aussi mentionné ce matin, qui sont des synchrotrons plus petits. Des synchrotrons qui peuvent être installés dans la moitié de cette salle, on dirait, plus ou moins, et qui donnent des rayons X qui ont des propriétés intermédiaires entre ce qu'on peut voir à l'hôpital aujourd'hui et ce qu'on peut voir au synchrotron. Ce type de machines-là, il existe déjà, dans le sens où il y a plusieurs groupes au monde qui travaillent sur ça. La France a son propre machine, son propre groupe à Paris qui travaille sur ce type de machines, c'est le projet Tomix, mais autour du monde, il y a des autres projets très intéressants. Et donc, c'est vraiment un petit peu le futur. Donc, ce que les RF on essaie de développer, ce n'est pas pour rien. C'est là, c'est nécessaire pour optimiser, pour inventer de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques. Et après, il y aura ces machines qui permettra dans le futur d'amener dehors du mur de synchrotron les techniques qu'aujourd'hui on est en train de développer. Très bien. Merci beaucoup, madame. On a effectivement un domaine qui est très important puisqu'on sait que les cancers du sein représentent la pathologie la plus fréquente chez la femme. Il y a environ, je crois, 50 000 nouveaux cas par an. Et donc, il n'est pas pensable de faire un dépistage systématique au synchrotron qui demande des moyens considérables. En revanche, s'il y a des outils qui deviennent possibles dans la pratique médicale courante, là, il y aura certainement un avantage puisque les doses seront moindres avec une meilleure qualité de l'image. Et je crois que c'est une voie de recherche qu'il faudrait poursuivre. Nous allons passer à quelques questions un petit peu d'une façon aléatoire par rapport à la présentation qui était très géométrique jusqu'à maintenant, respectant un certain programme. Alors, je suis toujours, Madame Perula, je suis un peu têtu, n'est-ce pas? Et je voudrais savoir, est-ce que les personnes âgées ont des molécules différentes que les autres, et puis est-ce que leur prévalence pathologique, qui est surtout dégénérative, pourront un jour, grâce à la biologie structurale, et peut-être demain, grâce au laboratoire de IMBM, remplacer ces déficiences. Bien sûr, c'est le rêve du docteur Faust, mais enfin, je ne sais pas ce qu'on atteindra. Bon, je crois que la biologie structurale a un rôle quand même très modeste à jouer. Hein. Il ne faut pas survendre ce que nous faisons. Mais comme je l'ai expliqué, on est vraiment à l'échelle moléculaire. Donc, il faut déjà avoir identifié quelles sont les molécules responsables du vieillissement, enfin, ou du mécanisme de vieillissement. Donc, on se situe quand même en aval de toute une première phase. Mais une fois que ça a été fait, c'est vrai qu'après, on a des outils puissants pour comprendre pourquoi ces molécules ne fonctionnent plus comme il faut. Et on peut prendre l'exemple des molécules impliquées dans les maladies neurodégénératives, dont on sait qu'elles vont former des fibrilles, puis des fibres, puis des plaques. Et c'est cette formation-là que nous, on peut essayer de suivre et de comprendre. Et une fois qu'on a compris, l'idée, c'est d'arriver à imaginer des petites molécules qui bloquent cette action-là. Et donc qui aillent contre cette action-là. Alors, il y a un très beau travail qui a été fait sur certaines de ces protéines. Et en fait, elles ont une particularité, c'est que ces protéines, normalement, ne sont pas structurées. Et donc, c'est un peu paradoxal de se dire que la biologie structurale va apprendre quelque chose de ces protéines-là. Et en fait, si, la biologie structurale, c'est un mot qu'il ne faut pas prendre au sens restrictif.
c'est vraiment quelque chose qui nous permet de décrire les états conformationnels des protéines. Et donc, certaines protéines sont très bien repliées. Vous avez tous probablement vu ces images où on voit des hélices, on voit des feuillets, donc ça donne un joli ensemble. Mais certaines n'ont pas une seule conformation, mais un ensemble de conformations. C'est leur état naturel. Alors, on a des techniques maintenant pour pouvoir décrire cet ensemble de conformations. Il y a des techniques par RMN qui sont couplées avec des techniques de diffusion petits angles fait sur le synchrotron, qui sont couplées avec de la modélisation. Et ce qui a été vu sur certaines protéines, c'est que certes, il y a un ensemble de conformations, mais il y a des points donnés autour desquels on commence à se structurer. Et c'est vraiment les points d'amorce qui vont faire former les fibrilles et qui vont aller plus loin. Et une fois qu'on a compris ça c'est vraiment une image superbe parce qu'on va pouvoir agir sur ces petits endroits-là et voir est-ce qu'on peut bloquer la formation de fibrilles. Donc voilà un peu comment nous on se situe. C'est vraiment un rôle très très modeste. Et voilà. Mais prometteur. Mais prometteur. Prometteur. Voilà. Madame Catherine Picard, actuellement, la greffe d'organes constitue une technique médico-chirurgicale courante et utilisée pour remplacer certains organes. Pensez-vous que l'on pourra, dans l'avenir, remplacer les greffes par des biomatériaux? Est-ce que c'est souhaitable? Je pense que c'est une question qui est très complexe et qui va dépendre du domaine auquel on s'intéresse. Un organe, selon le type d'organe qu'on considère, a un degré de complexité croissante. Prenons l'exemple du cœur, qui est un organe très complexe. Il y a un grand chirurgien parisien, le professeur Carpentier, qui a développé en partenariat avec l'industrie un cœur artificiel qui peut maintenant être utilisé chez des patients. Mais parallèlement, il y a toujours besoin de greffe. Donc, j'aime dire que, et je pense qu'il n'y a jamais qu'une solution. Il y a des voies qui sont explorées, qui vont pouvoir être utilisées dans certains cas, parce que ça pourra convenir à un patient, parce qu'il aura les critères qui seront remplis pour pouvoir avoir ce matériau artificiel. La greffe, il y a des avantages mais aussi des inconvénients, puisqu'il faut pouvoir trouver des donneurs, donc soit des personnes qui vont mourir ou des personnes... et puis il y a les problèmes de rejet immunitaire. Donc je pense qu'il y a des progrès dans les développements de matériaux implantables qui vont être de plus en plus permettre de remplacer du fonctionnement d'organes entiers. Mais néanmoins, il y a toujours besoin de greffe, mais au fur et à mesure du temps, on va se développer de plus en plus l'utilisation de matériaux qui vont pouvoir aider le corps humain à assurer des fonctions données. Donc, vous nous laissez un petit espoir, mais lointain peut-être. Peut-être certains organes sont plus faciles, par exemple le rein qui a une capacité de filtration par rapport au cœur qui effectivement est un muscle qui est... Oui, bien sûr. Et puis il y a différents degrés de complexité qui font que certaines choses vont être atteignables beaucoup plus rapidement que d'autres, et qu'au fur et à mesure, et que tout ça va aussi bénéficier des développements technologiques. Enfin, c'est un ensemble de choses. Et je pense, pour rebondir sur ce qu'a dit Eva, je pense que le rôle des protéines dans certains remplacements de tissus est extrêmement important. Et si je change d'exemple, on peut parler de l'os désormais. Dans l'os, on sait qu'il y a des protéines qui sont très importantes pour régénérer l'os. Et ces protéines, actuellement, c'est très difficile de les produire de façon reproductive, de les avoir en grande quantité. Et aussi, ce qui est très très important, c'est que, comme l'a expliqué Eva, les protéines peuvent avoir des structures, des conformations, et ce sont ces conformations qui vont rendre la protéine active au niveau des cellules. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir contrôler et de connaître comment est-ce que cette protéine va pouvoir, est-ce qu'elle garde cette activité, puisque quand on veut délivrer un médicament, délivrer une protéine,
il faut que celle-ci puisse être active. Et ça, c'est vraiment un grand enjeu. Et je pense que là, la biochimie structurale, elle est vraiment très importante pour comprendre la structure de ces protéines et après faire le lien avec le développement de nouveaux matériaux qui vont pouvoir délivrer ces protéines. Je pense un autre exemple à délivrance d'insuline pour les diabétiques, où il y a à la fois des progrès dans les techniques, dans les systèmes de délivrance, mais aussi dans les formulations d'insuline. Donc c'est vraiment des choses qui sont complémentaires, qui vont en parallèle, c'est les développements de la biochimie avec le développement des systèmes, des matériaux, des microsystèmes, pour aller vraiment soigner une pathologie. Merci. Vous travaillez sur le développement de films à base de polymères. Oui. Nous avons dit que c'était aléatoire maintenant. Il n'y aura pas de... Donc, quelles sont les applications potentielles de ces des polymères biologiques? C'est vrai que je viens de citer l'exemple de l'os, en particulier parce que on développe au sein de notre laboratoire un système, un film mince à base de biopolymères qui peut jouer le rôle de stockage pour ces protéines qui vont permettre d'induire la croissance de l'os. Donc ça, c'est une des applications, c'est donc aller créer un petit matériau mince qui va pouvoir être appliqué sur un implant. Donc il faut bien sûr un implant, que ce soit un implant de rachis, un implant maxillofacial. Et ce film, il va permettre, c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on est en train de tester, d'accélérer et de permettre la croissance de l'os pour qu'il se reforme bien au contact de l'implant. Et puis on travaille également au sein du laboratoire pour essayer, ça c'est plus des applications pour des tests, de reconstituer des tissus musculaires pour essayer de comprendre comment les cellules musculaires peuvent répondre à des traitements pharmacologiques ou comprendre comment est-ce qu'elles s'organisent. Et ça peut avoir des applications dans le domaine des myopathies. Bien, je vous remercie. Madame Jacqueline Hubert, je crois que vous êtes grenobloise à nouveau, parce que vous avez fait un certificat, je crois, à l'UJF il y a quelques temps. Et vous dirigez le CHU. Pardon ? Sans être vraiment grenobloise et sans y être beaucoup venue. Mais... Bon, écoutez, alors pardonnez-moi de ne pas insister sur cela. Pouvez-vous nous dresser les priorités en arrivant à Grenoble? Bien sûr, vous avez trouvé un CHU dans un bon état de marche, je pense, mais je pense que quelques priorités pour vous, ça pourrait être intéressant de les connaître. Vous pouvez faire un duo avec le doyen. Très volontiers, très volontiers. Donc, effectivement, quand on prend un CHU de cette taille-là, il faut assez vite quand même essayer de dessiner les priorités. Je dois dire que j'ai été très aidée par l'accueil que j'ai reçu, tant par le président de CME que par le doyen Romanet et par toute la communauté médicale. J'ai eu un très bon accueil. Donc effectivement, je suis d'une nature peut-être un peu pressée, donc il faut aller vite. Il faut aller vite, pourquoi ? Parce que effectivement, si on veut maintenir la position du CHU dans le domaine de la recherche, voire la renforcer, il faut qu'on ait traité un certain nombre de questions contingentes, et en particulier les questions budgétaires. Pourquoi ? Parce que si effectivement on s'enlise dans les difficultés budgétaires, eh bien, on ne pourra pas être ambitieux, on ne pourra pas renouveler nos équipements. J'ai M. Balosso à côté de moi, je me suis un peu émue effectivement de l'état de certains de nos matériels, de certains de nos équipements. Donc il faut effectivement, pour pouvoir être ambitieux, qu'on règle quelques problèmes de fonctionnement. Alors, au sein du CHU, c'est devenu presque une boutade. La première chose à laquelle je me suis attelée, parce que pour avoir dirigé des grosses cliniques chirurgicales dans mon précédent poste, je me suis attaquée à la problématique des blocs opératoires et j'ai lancé une réorganisation du fonctionnement des blocs opératoires qui démarre, je pense que tout le monde le sait désormais au sein du CHU, le 4 novembre. Alors c'est pas une organisation très originale, c'est une organisation classique avec des vacations opératoires pour le programmer.
Le but, c'est effectivement qu'on puisse traiter l'urgence. Et Dieu sait si à Grenoble, il y a beaucoup d'urgences. On a un gros trauma center qui accueille plus de 1000 patients par an. Hein. Toute l'accidentologie liée à la montagne est très prégnante, imprègne beaucoup notre CHU. Pour autant, il faut qu'à côté du traitement de l'urgence, on puisse aussi traiter de façon programmée toute la chirurgie traditionnelle, entre guillemets, même si le traditionnel va de la neurochirurgie à la chirurgie cardiaque, à toute la prise en charge de la chirurgie, puisqu'on traite tout au CHU de Grenoble. Donc ça c'est ma priorité. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est être particulièrement bien organisé pour développer, alors j'utilise un langage qui va peut-être choquer certains, mais des parts de marché, pour effectivement que tous nos patients soient traités dans les délais, qu'on n'ait pas de déprogrammation, etc., qu'on soit extrêmement attractif. Donc, première opération, les blocs opératoires. Deuxième opération, c'est la mise en place de parcours de soins. Je pense qu'on en parle beaucoup au niveau national. On parle d'une tarification future au parcours de soins. Je pense qu'il est extrêmement important pour les patients d'être pris en charge lorsqu'on est... donc les parcours qu'on vise, évidemment, c'est souvent les maladies chroniques qui sont lourdes de conséquences si elles ne sont pas bien suivies. Et donc, au sein du CHU, on est en train de travailler sur 3 parcours. Le parcours chirurgical, je l'ai dit, depuis la prise en charge par le chirurgien, l'anesthésiste, le bloc, et après, effectivement, les examens biologiques et le suivi. Le développement de l'ambulatoire, qui est lié. La prise en charge du parcours en cancérologie, puisque le CHU de Grenoble a pour particularité et c'est aussi ce qui le rend extrêmement attractif, d'avoir, contrairement à d'autres, où on a dissocié la cancéro du centre de lutte contre le cancer de ce qui est CHU, nous, on a l'ensemble avec la radiothérapie, la chimiothérapie, la médecine nucléaire et la chirurgie. Donc aujourd'hui, je crois que le parcours, il n'est pas tout à fait bien dessiné. Donc avec le professeur Moro-Sibilo, on est en train de mettre en place un parcours. Dès que le patient tombe dans le parcours, souvent après un acte chirurgical, eh bien, il est pris en charge. Donc ça signifie la mise en place de nouveaux métiers, d'infirmières de parcours, de telle façon que le patient ne soit pas à un moment livré à lui-même en se disant je dois prendre un rendez-vous chez le professeur Balosso pour ma radiothérapie. Non, c'est une prise en charge globale. Et le troisième parcours, c'est le parcours en cardiologie. Je crois que ça fait un petit peu l'actualité grenobloise d'aujourd'hui. L'Agence régionale de santé a décidé qu'il n'y aurait qu'un site de chirurgie cardiaque sur Grenoble qui se situera au CHU de Grenoble. Pour nous, donc du coup, on s'est dit, dessinons là aussi un parcours de cardiologie qui va aller de l'appel de la douleur thoracique, la mise en place d'un centre d'appel, ensuite la mise en place d'un centre de diagnostic, de traitement via la coronarographie, jusqu'à la chirurgie cardiaque, si tant est que le patient en ait besoin. Donc ça a été la deuxième priorité. Je pense que de telle façon à nous rendre plus lisibles, à mieux accompagner nos patients. Et puis la troisième chose, c'est la mise en œuvre du projet d'évolution architecturale de notre CHU. Quand je suis arrivée, il y avait 2 projets dont on parlait déjà beaucoup, qui étaient la reconstruction de nos réanimations et la construction d'un héliport, parce que quand on se promène au CHU, ce qui est très impressionnant, c'est le balai des hélicoptères qui anime notre CHU. Donc l'idée, c'est de reconstruire les réanimations qui ne sont pas dans les meilleures conditions d'hébergement. C'est un doux euphémisme. Donc reconstruire nos réanimations, reconstruire notre bloc opératoire de Michalon et réaménager le Michalon avec des consultations forflues, le désenfumage, la mise en sécurité incendie, et puis le réaménagement progressif, la modernisation, même si déjà
Un certain nombre d'ailes ont été refaites. On est en train de terminer les ailes de chirurgie cardiaque. Donc on va pouvoir accueillir le site unique de chirurgie cardiaque dans de très bonnes conditions, avec des salles neuves et puis de l'hospitalisation neuve. Mais là, c'est un établissement qui date des années 70, même si extérieurement, c'est un hôpital qui a de l'allure, et qui est moins daté que dans certains établissements. Donc ça a été défendre, et ça c'est tout récent, ça date de mardi. On est allé défendre auprès de l'Agence régionale de santé notre projet d'investissement pour qu'il remonte au niveau du ministère. Et donc on a de bons espoirs qu'il remonte. Alors après, effectivement, il faudra attendre les réponses. Donc voilà les priorités auxquelles nous attelons, parce que je ne suis pas seule. Merci beaucoup. Et puis, je souhaite ardemment que vous réussissiez rapidement et que vous ayez les financements suffisants pour accomplir vos projets. Monsieur Romanet, j'ai compris en écoutant votre propos sur l'organisation des soins que vous n'êtes pas prêt à engager la faculté de médecine à l'enseignement par informatique. Le éducation dans le sillage des grandes universités américaines comme Stanford, MIT ou Harvard, car vous êtes très, très, très attaché à la présence même des étudiants pour des raisons évidentes et d'un contact direct entre l'enseignant et l'enseigné. Voulez-vous commenter mon impression? Oui, je pense que mon message a peut-être été un peu tronqué effectivement par le côté présentiel, auquel nous restons attachés, bien sûr. Mais pour revenir un petit peu sur ce qui a été mis en place à Grenoble depuis de nombreuses années, et je remercie, je crois qu'il faut là aussi tous ceux qui se sont donnés pour mettre à ce niveau-là notre faculté, notre CHU. Il faut quand même dire que nous nous sommes aidés beaucoup dans cette rénovation pédagogique de l'informatique et du numérique. Non, mon message a été, que je voulais faire passer, c'est de dire que le numérique n'est pas un projet. Quand on fait de la formation, on doit avoir des projets qui soient des projets pédagogiques et docimologiques qui doivent être aidés par le numérique. Le numérique est un outil. Et c'est là où il y a une confusion là, actuellement qui, je pense, est assez regrettable, c'est qu'on essaye de faire du numérique un projet. Non, ça ne pourra jamais être un projet. La pédagogie reste la pédagogie, l'enseignement reste l'enseignement, et il faut le construire, cet enseignement. On ne peut pas mettre... C'est pour ça que je ne suis pas du tout contre de mettre des cours en ligne du tout, puisque nous le faisons, nous, depuis déjà des années et des années. Alors, on ne va pas, évidemment, venir à dire que ça ne peut pas être quelque chose d'intéressant. La seule chose, c'est que, hormis les grandes universités qui ont des cursus, ce sont des cursus qui sont faits complètement. Mais vouloir effectivement faire croire que le fait de mettre en ligne des cours sans qu'il y ait aucune architecture, aucune structuration, aucun calendrier pédagogique, aucun accompagnement, mais c'est un énorme leurre. Je crois qu'il faut essayer de se remettre effectivement dans ce qu'est et ce que devra être la formation future aidée du numérique. Mais nous sommes, bien sûr, alors là, c'est un peu le contraire, parce que c'est vrai que je pense que nous avons été une des premières facultés à effectivement investir dans le numérique pour nous aider dans nos projets pédagogiques. Merci. Je peux vous poser encore une question. L'internat conduit vers les différentes spécialités médicales. Comment éviter l'engouement vers certaines spécialités vedettes et conforter les disciplines laissées pour compte? Alors, je peux vous faire deux réponses, une politiquement correcte et une qui ne l'est pas. Alors, j'ai préféré la deuxième. La deuxième, c'est qu'en France, nous avons quand même quelques particularités, notamment en médecine. C'est que nous commençons les études médicales par un concours, et puis
au bout de la 6e année, eh bien, nous avons le plaisir d'en remettre un autre. Alors ça s'appelle maintenant plus concours d'internat, ça s'appelle épreuve classante nationale, mais comme son nom l'indique, il y a un classement, et qui dit classement dit qu'effectivement, on va choisir en fonction du classement sa spécialité et l'endroit où on va se former. Bon, encore, si vous voulez, ces épreuves classantes nationales que nous sommes en train, là aussi, de rénover profondément sur un plan national, et dont d'ailleurs Grenoble est pilote dans cette affaire. Mais ce qui nous fait le plus souci, c'est l'entrée dans les études de santé, et en particulier l'entrée dans les études de médecine. Comment peut-on imaginer une seconde qu'on sélectionne de bons médecins en leur faisant faire des examens qui sont uniquement écrits sur des QCM, mais ça encore la méthode peut être discutée, mais ça n'est pas le problème, sans qu'il y ait aucune appréciation des qualités humaines de ces futurs candidats. C'est quand même assez extraordinaire, c'est même fabuleux. Il n'y a qu'en France qu'on peut accepter ça, et on l'accepte parce que, et on le défend, c'est que toutes les fois que nous essayons, nous, de faire évoluer ce mode de sélection, eh bien, toutes les fois, nous nous heurtons bien sûr aux syndicats des étudiants eux-mêmes qui souhaitent qu'il y ait un anonymat complet et qui veulent rester sur les positions actuelles, même si ce concours a des tas de critiques que nous connaissons tous. Nous avons tous eu dans nos familles respectives des enfants qui ont fait cette fameuse première année qui était, c'est vrai, un calvaire. Donc tout ça pour dire que là, nous avons un mode de sélection qui est mauvais. Il faut le dire. Alors c'est vrai qu'on sélectionne de très bons étudiants, il faut le dire, de très bons étudiants, peut-être bien faits, c'est vrai, qui sont capables d'apprendre, mais nous ne sélectionnons... Alors dans le lot, il y a quand même, heureusement, et il faut quand même rassurer un petit peu, quand même, nous rassurer, c'est qu'il y a heureusement dans le lot quand même des étudiants qui ont la vocation, comme on le disait il y a quelques années, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont absolument pas. C'est bien ça qui nous fait peur. Alors maintenant, votre question, j'y réponds. Comment peut-on orienter les étudiants, évidemment, vers des spécialités qui ne sont pas forcément des spécialités qui sont en conformation avec notre évolution sociétale, dirons-nous? Eh bien, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que nous nous retrouvons effectivement avec des soucis où il y a un certain nombre de spécialités qui sont préférentiellement choisies et puis d'autres qui restent bien sûr très en retrait. Lorsque, il y a quelques années, j'étais aussi à la tête de la faculté, je vous rappelle qu'il y a eu un ministre des enseignements supérieurs et de la recherche qui s'appelait M. Devaquet. Et M. Devaquet est un homme courageux, vous vous souvenez peut-être, et qui a voulu justement changer un peu le traditionnel internat, comme chacun de nous est passé, n'est-ce pas? Et on a quand même réussi un petit peu malgré cela. Et je me rappelle qu'il y avait vraiment une des manifestations, j'étais à Paris par hasard ce jour-là, et c'était vraiment une des manifestations qui m'a donné le plus impressionné, tout simplement, parce que c'était les jeunes, les internes, qui étaient contre justement tout changement dans le système actuel qui fonctionne enfin, au moins depuis une centaine d'années, je pense. Madame Eva Pépé-Perpoula, dans votre institution cohabitent des chercheurs issus de cultures différentes, des physiciens et des biologistes. Comment concilier leur cohabitation, ou mieux leur collaboration? Oui, c'était une bonne question. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent de la physique, il y a des gens qui sont biologistes, il y en a qui viennent de la chimie aussi. La collaboration se fait parce qu'ils ont tous le même but.
le même but, c'est-à-dire ils travaillent tous sur une question biologique. Donc ça c'est vraiment quelque chose de commun. Et ils vont mettre en action leur savoir-faire, leur expertise de façon un peu différente. Donc ça, c'est la force après de cette cohabitation, de cette collaboration. Donc j'ai déjà parlé de l'aspect instrumental, hein, ça a été souligné souvent. La physique instrumentale de Grenoble, c'était le moteur dans ça. Mais avec la physique instrumentale, il y a aussi l'aspect développement de méthodes qui va autour, qui implique beaucoup de physique, mais aussi des maths d'ailleurs. Et qui est très importante pour nous. Une fois qu'on a fait une expérience au synchrotron, qu'on a recueilli les données de diffraction qui viennent d'un cristal de protéines, comment on passe de là à la structure de la protéine, il y a tout un aspect de traitement derrière. Mais il y a un troisième point de l'interface avec la physique duquel je voudrais parler, c'est l'aspect des concepts. Il y a un ensemble de concepts qui viennent de la physique qui sont importants. Et c'est une vision après un peu différente de la biologie ou de la compréhension de la biologie. Par exemple, on peut s'intéresser aux forces qui s'exercent sur les membranes biologiques et qui sont responsables de certains processus, de l'entrée des virus dans la cellule ou autre chose. Donc ça, c'est un troisième volet de cette interface qui est très important. Et donc la cohabitation ou la collaboration, elle ne pose pas problème une fois que les gens sont là, parce qu'ils ont choisi d'être là, ils ont fait ce qu'il faut pour être là, donc ça c'est bien. Mais la question qui se pose, c'est comment attirer d'autres gens et comment les former. Quel est le bon profil des chercheurs ou des acteurs de la recherche qui arrivent dans cet environnement interdisciplinaire. Et ça, moi je travaille depuis longtemps dans l'enseignement à l'interface physique-biologie. Et j'avoue que je n'ai pas encore la réponse idéale là-dessus. Et finalement, à écouter le doyen Romanet, je dois dire que les nouvelles approches développées dans le parcours de santé sont extrêmement attractives. Parce que, ça a été vraiment très, très bien décrit, il y a l'outil informatique qui permet de faire, on voit avec les cours qui viennent du MIT, il y a vraiment des cours d'extrêmement haut niveau et vraiment d'une qualité pédagogique extrêmement intéressante. Moi, j'imaginais que si Feynman vivait maintenant, il pourrait nous faire des cours, mais fantastiques. Mais ces cours tout seuls ne suffisent pas. Et c'est vraiment le parcours, l'ensemble qui est intéressant. Et dans le cadre de cette interface, on pourrait imaginer des parcours croisés qu'on a beaucoup de mal à mettre en œuvre. Hein, on forme des physiciens, on leur fait des cours d'ouverture à la biologie, ça se fait très bien. On forme des biologistes, on essaye de faire des cours d'ouverture à la physique, et ça, je dois dire, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a une telle sélection en France sur la base des maths et des choses un petit peu conceptuelles qui fait qu'on élimine toutes ces capacités-là. Mais on n'a jamais réussi à faire un parcours mixte, entièrement mixte. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est souhaitable et est-ce que c'est faisable ? C'est pas évident non plus, hein. Il y a peut-être des difficultés parce que les façons de raisonner sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Mais quand même, il me semble qu'avec ces nouveaux outils, on va arriver à essayer de faire ça. On va arriver à essayer de faire des parcours mixtes. Et je vois là vraiment une ouverture fantastique et un avenir pour la recherche et la formation. Merci. Oui, je vous en prie. Oui. Je pense par rapport, si on prend l'évolution des formations dans le temps, peut-être vous pourrez dire vous-même ce que vous aviez fait ou moi ce que j'ai fait il y a 20 ans. Je vois que le professeur Lebas est dans la salle. Il y a 20 ans, il y avait très peu de... C'était vraiment, les parcours étaient très distingués, physique, bio. Et désormais, il y a quand même, il me semble, beaucoup plus d'endroits où au moins on essaye déjà d'initier les physiciens à la biologie. Si je prends le cas de l'école d'ingénieurs INP FENMA, je pense qu'il y a un réel effort pour que les ingénieurs soient formés aux sciences physiques, à l'électronique, des techniques physiques. Mais également, il y a une plateforme biotechnologique qui a été mise en place depuis 7 ans, où ils vont faire de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire. Et il y a vraiment, il me semble quand même maintenant, un réel effort pour qu'au moins ces physiciens aient vraiment travaillé sur des objets biologiques et fait des travaux pratiques et des connaissances de base. Et moi, il me semble,
j'avoue franchement, j'aimerais bien être à leur place, parce que moi-même, je n'ai jamais pu faire ça quand j'étais étudiante. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé aux États-Unis quand j'y suis allée, où il m'a semblé que cette interface était beaucoup, beaucoup plus développée et ouverte qu'en France. Mais j'avoue qu'en France, je trouve qu'on a du mal à faire bouger les choses et que les frontières sont vraiment très difficiles à bouger. Voilà. Mais je pense quand même que ça bouge, et moi j'avoue que j'aimerais bien être étudiante actuellement. On peut peut-être trouver quelques propositions. Je crois que maintenant la parole est à la salle. Avez-vous des questions ou des commentaires On a pas mal parlé de formation, ça va de plus en plus entre santé et recherche physique. Et en même temps, je me dis, on est à la CCI. Et donc c'est une question pour Monsieur Romanet et pour Madame directrice du CHU, excusez-moi. En fait, je suis surpris aussi qu'on n'ait pas un peu plus dans ces formations pour les personnels de santé, des formations sur ressources humaines, communication, management, parce qu'on va avoir après des professionnels de santé, chefs de service avec des responsabilités, avec face à eux des patients, beaucoup de choses, et on n'en a pas vraiment parlé en fait dans cette formation ou dans le débat. Donc je voulais avoir votre avis sur ce point. Alors je pense que vous soulevez effectivement un vrai problème. Il est d'autant plus important que le management justement des personnes devient de plus en plus difficile, d'une façon générale. C'est vrai que lorsqu'on est dans un service, eh bien, il faut quand même, même si chacun a la responsabilité de ses patients, il est bien évident qu'il faut quand même qu'il y ait un peu un chef d'orchestre dans cela, parce qu'il faut aussi donner des orientations sur ce que doit être la recherche clinique dans la spécialité. Il est évident qu'on ne peut plus se disperser, c'est fini. Il faut évidemment avoir une, voire deux thématiques, mais moins on en a et mieux ça vaut, et mettre toutes les forces là-dessus. Donc il faut quelqu'un qui donne l'orientation dans ce domaine. Pour la formation, c'est la même chose. Il faut quand même, chacun ne doit pas faire ses cours dans son coin, dans la discipline, et c'est pas un partage comme ça qu'on doit faire. Il doit y avoir là aussi un chef d'orchestre de cela. Il y a aussi souvent la nécessité d'avoir quelqu'un qui, sur le plan des soins, peut être un recours. Ceci étant, dans nos spécialités maintenant, chacun a sa surspécialité, et là c'est un petit peu différent. Et puis, il faut aussi un management des personnels. Dans un service, on évite une centaine d'agents, que ce soit des médicaux, des paramédicaux, des administratifs, et que tout ce petit monde puisse arriver à cohabiter et travailler dans le même sens et dans le bon sens. Donc tout ça pour dire qu'il y a besoin, et ça on est tout à fait d'accord avec ce que vous dites, il y a besoin d'une formation au management. C'est obligatoire. Bon, en plus de ça, alors cette formation, donc nous sommes en train évidemment sur le plan de la formation des futurs hospitalo-universitaires, nous sommes en train évidemment d'y penser très sérieusement en mettant quelque chose en place, bien sûr. Et puis il y a un autre problème qui est évidemment ce que vous souleviez, c'est-à-dire le côté relation humaine d'une façon générale. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est encore plus vaste, hein, c'est le problème de la communication, c'est le problème de l'échange entre soignants, c'est le problème bien sûr de la prise en charge du patient qui est quand même notre priorité, car le plus important pour nous, ça reste le patient. Et donc là aussi, vous avez des gens qui ont cette faculté innée de communication, qui n'ont pas besoin ni de cours, ni qu'on leur donne des conseils. Ils ont d'emblée cette espèce de sens aigu du prochain, et ça ne pose absolument aucun problème. Ceci s'accompagne souvent d'une
d'une empathie qui fait que les choses se passent généralement très bien. Et puis, vous en avez d'autres qui n'en ont pas. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut évidemment essayer de leur donner un certain nombre de clés pour qu'ils puissent quand même effectuer leur future profession dans les meilleures conditions possibles. Alors, juste un complément. Donc, effectivement, je pense que Jean-Paul Romanet n'en a pas parlé parce que ce n'est pas de la formation initiale. Je sais que j'avais dû, il y a quelques années, commencer à parler gestion à des étudiants M2, M3. Je vous avouerai que je n'ai pas eu un grand succès. On a très très vite parce que et les étudiants m'ont expliqué que quand on est en début de cursus médical, on veut faire de la médecine et surtout pas de la gestion. Donc je pense qu'au niveau formation initiale, c'est vraiment trop prématuré et les esprits sont ailleurs. Pourtant, dès lors qu'effectivement les médecins accèdent à des responsabilités, il faut effectivement que, comme les autres, se forment au management, tout en sachant, alors pour être vraiment passionné pour ces questions de gouvernance depuis la fin des années 90, avec un certain nombre de CHU, on a été les premiers à être à l'initiative de ce qu'on appelait la gouvernance, la mise en place des pôles, etc. Je pense aussi qu'il faut bien préciser le rôle de chacun. Au niveau du CHU, on va faire un séminaire médical avant la fin de l'année avec tous les chefs de pôle et le directoire pour bien dire qui fait quoi dans un établissement. Je pense que le rôle du chef de pôle, du chef de service, doit être effectivement d'abord le projet médical, la détermination des grands axes d'enseignement, de recherche, de soins, la définition justement de ces parcours médicaux, sachant qu'ils doivent comprendre, être en capacité de lire un tableau de bord, mais je n'ai aucun doute quant à leur capacité de s'accaparer très très rapidement des outils de gestion. Pour autant, à mon avis, c'est contre-productif de vouloir les transformer en gestionnaires. Et donc, moi, j'ai une certaine conception des choses. Il faut qu'on apporte les outils, les compétences auprès des chefs de pôle, mais ce n'est pas à eux. Quand un chef de pôle commence à me parler des imputations comptables ou du compte de résultats analytiques, je dois dire que les cheveux se dressent sur ma tête. Je pense que c'est totalement contre-productif. Ils sont là pour faire de la médecine, du projet médical, dynamiser les équipes et orienter les équipes. Alors c'est un point de vue qui m'est peut-être personnel, mais je pense qu'on est allé beaucoup trop loin dans la volonté de faire des médecins des gestionnaires. Ça, en tout cas, je n'ai jamais souhaité. Merci, madame. Oui, je voulais poser une question. J'étais intéressé par l'idée de formation mixte. J'avais, il y a quelques années, un responsable du réseau des nanosciences en Suisse qui était venu à la métro nous parler de ce réseau, qui était un spécialiste de nanomédecine, nous disait dans 10 ans, ce sera la médecine du futur. Alors, je voudrais savoir ce que vous pensez de cette appréciation et dans la mesure où ça serait important, quelle est la part au niveau de la formation, qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la nanomédecine? On ne sait pas, un animaux, ancien président de Joseph Fourier. Ma question s'adresse à Jacques Balosso et à toi, le doyen. Tu as parlé, Jacques Balosso, des cursus de double compétence, mais à un niveau master, et en particulier au niveau de la région Rhône-Alpes, si j'ai bien compris. Disons qu'entre Lyon 1 et Grenoble 1, je n'ai pas tout saisi, mais il y avait eu un projet, puis ça s'est arrêté. Mais ma question est la suivante. En région Rhône-Alpes, il y a une autre institution qui avait eu en son temps l'idée de faire un double parcours. C'était l'École normale supérieure de Lyon, de faire un parcours sciences et un parcours médecine. J'ai vécu ça en direct à un moment donné. Où est-ce qu'on en est en ce moment? Est-ce que l'École normale supérieure de Lyon, dont Grenoble a été l'université fondatrice, est-ce qu'elle est impliquée à ce haut niveau par rapport à la médecine, à la santé? Il y a peut-être plusieurs questions qui succèdent. Voilà. La nano et la formation. C'est très difficile de répondre à la question sur les nanosciences. Moi, je vais prendre un point de vue de médecin, praticien. Je ne sais pas si j'ai déjà tout compris dans ce domaine.
N'empêche que nous sommes assez proches de ce domaine de recherche parce que nous y voyons dans certaines de nos orientations de notre spécialité une possibilité de progrès thérapeutique. Mais ce que j'aurais envie de dire d'une manière générale, c'est que les nanoobjets, la nanoscience et cette nanomédecine dont on parle, ce seront des outils, comme on en a acquis au cours de l'histoire de la médecine, que l'on apprendra à dompter. Je pense qu'ils trouveront leur place dans la pharmacologie, ils trouveront leur place parce que ça sera des médicaments intelligents. Aujourd'hui, un médicament, on l'introduit dans le corps, puis il se débrouille. Les nanosciences nous offrent la possibilité que la pharmacologie soit plus orientée, plus ciblée, peut-être plus limitée. Bon, c'est peut-être des rêves, mais enfin bon, je mets ça plutôt dans une pharmacologie. Il peut y avoir des progrès diagnostiques. On parle d'imagerie moléculaire, d'en savoir de plus en plus sur des maladies avant d'y toucher, sans avoir besoin de faire de biopsie ou avec des prélèvements extrêmement petits. Donc je pense que ça va infiltrer tous les domaines de la médecine, le diagnostic, la biochimie, la pharmacologie, et que ça se mettra dans les outils de la médecine de demain, comme ces mis l'IRM, le scanner, les dosages hormonaux, que sais-je encore, qui ont émerveillé quand on était étudiant ou ceux qui nous ont précédés. Je ne vois pas une révolution, je pense que c'est des outils supplémentaires qui vont se mettre un petit peu partout. C'est nano, c'est joli, bon, parce que c'est plus petit, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je ne vois pas une révolution, je vois une continuité dans nos capacités. Si je peux rebondir, peut-être vous êtes au courant que le professeur Patrick Couvreur de l'Université Paris-Sud a eu le prix européen d'innovation en 2013 pour justement ce développement sur les nanovecteurs pour du ciblage thérapeutique. Donc il est français. Approchez votre micro, s'il vous plaît. Oui. Et je pense que il y a actuellement tant dans du coup comme vous dites, l'aspect pharmaceutique, donc du développement de nano-objets qui vont pouvoir permettre de cibler localement et spécifiquement, délivrer des molécules antitumorales, délivrer anti-inflammatoires, enfin tout type de molécules actives. Mais il y a aussi les nanos, les micro-dispositifs, ils vont permettre de réduire les quantités de matières biologiques nécessaires. Si vous prenez un prélèvement de sang, actuellement on en est sur des tubes comme ça. Si vous pouvez faire des analyses très très fines et avoir un grand nombre d'analyses en ayant des micro-gouttes, donc c'est quand même des avancées. Ça va permettre aussi tout ce qui est délivrance localisée, des pompes implantables, des choses miniaturisées. Vous avez des électrodes qui sont développées pour le cerveau. Donc tout ça, tout ce qui est, je pense que ça va être vraiment des choses qui vont améliorer l'efficacité des dispositifs médicaux, qui vont réduire la douleur pour les patients. Enfin, il y a tout un tas d'améliorations. Il me semble que, parce que les nanosciences en soi, c'est quelque chose de très large, qui est très pluridisciplinaire. Ce sont des objets d'échelle nano, voire quelques centaines de nanos, qui vont être mis à profit, ou des microsystèmes. Donc je pense que c'est des choses qui vont contribuer au progrès de la médecine dans les prochaines années, y compris la médecine personnalisée, parce qu'il y aura des choses qui seront faites à distance, des diagnostics à distance. Ça commence aux États-Unis, où le médecin peut suivre les tests chez le patient par des contacts téléphoniques, et parce que les tests sont faits directement sur le patient par des objets, des appareillages très précis. Donc je pense que, à mon sens, ça va être vraiment des choses qui vont un peu révolutionner les choses quand même. Concernant la deuxième question sur les collaborations entre l'UCBL et l'UJF, c'est un point historique. Les deux universités ont eu en même temps la volonté de développer une formation dans le domaine de la physique médicale que j'évoquais tout à l'heure. Il se trouve que les personnes qui étaient, je dirais, intéressées par ces aspects se retrouvaient fédérées par le projet d'hadrothérapie dont je parlais tout à l'heure, et que ça a, je dirais, fécondé cette rencontre et qu'on a décidé de travailler ensemble. Voilà. Et je dois dire que ça a été une aventure de formation parmi celles qu'on peut rêver de plus intéressantes,
ça a été quelques années de travail commun qui ont été mais extraordinairement agréables et intéressantes. Alors pourquoi ça s'est arrêté? Pour une raison de compétition. C'est-à-dire que quand au niveau de la France, ce type de formation s'est multiplié, les étudiants ne voulaient plus faire l'aller-retour entre Grenoble et Lyon parce que c'était une charge particulière, financière et puis une fatigue, et que les étudiants ont fini par nous dire c'est bien gentil votre master commun entre Lyon et Grenoble, vous êtes les meilleurs, mais nous on ne veut plus venir chez vous. Donc on a séparé les deux formations pour revenir à une situation, je dirais, banale, comme vous en avez une à Paris, à Nantes, à Toulouse et à d'autres endroits depuis. Néanmoins, ceci a quand même conduit à un dynamisme qui s'est poursuivi. On a continué à travailler ensemble et surtout, nous avons décidé, et ça sera quelque chose qu'on essaiera de mettre en place dans le prochain quadriennal, de continuer cette démarche pionnière, parce que je suis navré, mais la physique médicale, on l'a vraiment renouvelée dans ce pays. Rien n'avait bougé pendant 30 ans. Et nous souhaitons maintenant faire une formation spécifique dans le domaine de l'hadrothérapie. Je pense que notre région est capable de le faire. Grenoble a une place à jouer, Lyon aussi. Pourquoi? Parce que, alors ça c'est encore un point un peu particulier, mais c'est intéressant sur le plan de la formation. L'intérêt d'avoir mis cette physique médicale dans le cadre du projet d'hadrothérapie, c'était aussi pour fournir des doctorants au laboratoire qui travaillaient dans ce domaine, et donc, je dirais, un dynamisme de formation et de recherche. Et ça a très très bien marché. On avait à peu près 30% des étudiants de ces masters qui voulaient faire une thèse, et sur ces 30%, donc environ 6 ou 8 par an, on en gardait 2 ou 3 dans le programme régional. Maintenant, la formation de physique médicale devient plus professionnalisante, moins recherche, elle s'allonge, elle va se terminer à Bac+7. Donc aujourd'hui, ces étudiants auront de moins en moins envie de faire des thèses de sciences encore en plus. Et donc, nous avons pensé utile de remettre une nouvelle formation plus adaptée à cela et de reféconder nos laboratoires avec des doctorants qui viendraient de cette formation. Donc, le système progresse en essayant de toujours maintenir ce lien entre recherche et formation. Et si une formation s'assèche du côté de la recherche, eh ben on en crée une autre pour continuer cette démarche. Non, pas du tout. Oui, pour vous répondre, pour ces doubles cursus. Alors, je crois qu'il faut bien différencier quelques étudiants particulièrement motivés, pour lesquels il y a des possibilités. Il y a actuellement au moins 2 possibilités pour eux. C'est de faire ce qu'on appelle l'école INSERM. Donc ce sont les meilleurs étudiants. Cette école INSERM est intéressante parce que ça va leur permettre, au début de leur cursus de médecine, d'avoir d'emblée une formation scientifique de très haut niveau. Il va y avoir ensuite une interruption de leur cursus pour qu'ils puissent faire, évidemment, cette fois, leur formation scientifique qui peut aller jusqu'à la thèse. Ce qui veut dire qu'ils vont rentrer ensuite dans le 2e cycle avec déjà un bagage scientifique considérable. Donc ça, mais c'est c'est quelques unités. Alors pour répondre à votre question, effectivement, nous avons souvent un étudiant qui rejoint l'ENS de Lyon, et cette année, nous en avons 2 qui rejoignent l'ENS de Paris. Donc voilà. Alors ça, c'est pour, si vous voulez, quelques unités. Derrière, nous souhaiterions, et c'est ce que je disais tout à l'heure, nous souhaiterions qu'il y ait un double cursus, mais cette fois beaucoup plus généraliste en quelque sorte, et qui fasse que nos étudiants puissent avoir tout au long de leur cursus médical quand même effectivement un enseignement scientifique un petit peu plus poussé, avec, au moment de l'internat, parce que c'est là où c'est intéressant, l'internat. L'internat, c'est intéressant parce qu'ils ont leur orientation. Ils peuvent avoir un projet de recherche qui est en adéquation avec effectivement, leur spécialité, et c'est là où le Master 2 prend toute sa valeur, Master 2 recherche, et qui peut leur donner justement ce goût d'aller après plus loin. J'ai une question ici, une question là-bas. Je crois que, je m'adresse à notre présidente, je crois que le temps qui nous a été imparti, est-ce qu'on aura encore peut-être 2 minutes pour les 2 questions, si les réponses sont courtes, bien sûr. En fait, pour moi, c'était simplement un complément par rapport à ce point que vous venez d'évoquer. Enfin, 2 compléments. D'une part, en termes de double cursus, il existe le mécanisme des passerelles, donc qui permet aux étudiants ingénieurs ou disposant d'une thèse de rentrer en médecine. C'est un mécanisme qui est devenu un vrai concours de recrutement.
Je crois qu'il y a à peu près 80 candidats sur Rhône-Alpes et une vingtaine de places. Et à Grenoble, on en reçoit régulièrement. On leur donne d'ailleurs la possibilité de mener leurs études de médecine et en parallèle de poursuivre leurs études en thèse, donc dans les laboratoires qui peuvent les accueillir. C'est le cas de celui que je dirige. Et d'autre part, il y a le mécanisme aussi qui permet aux ingénieurs, qui permet à l'école Polytech de former des ingénieurs dans la filière TIS, donc traitement de l'information de santé, avec un véritable stage à l'hôpital. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a plus d'une dizaine d'années, en particulier par Pierre Baconnier, et qui vraiment est très positif. C'était une demande des industries, parce qu'on trouve, comme vous l'avez dit, facilement des ingénieurs de très haut niveau dans les disciplines habituelles, mais les industriels nous disaient qu'il fallait 2 à 3 ans pour les former, qu'ils soient efficaces dans les applications médicales. Là, le fait qu'ils aient fait un stage en milieu hospitalier les rend tout de suite beaucoup plus efficaces. Et enfin, dernier point, en dehors de l'ENS de Lyon et de Paris, il y a aussi aux mines à Saint-Étienne une formation spécifique d'ingénieurs médecins. Merci. Voilà une dernière question, M. Lancret. Ma remarque s'adresse plutôt au professeur Romanet. Je voudrais rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de confusion entre les objectifs et les moyens. Et je crois qu'il faut élargir ce débat à l'ensemble des activités. Moi, en tant qu'ancien industriel, j'ai vécu la même chose, c'est-à-dire que on a une espèce de dérive progressivement qui a fait qu'on a confondu aussi les moyens et les objectifs, à tel point qu'aujourd'hui on envisage même, on a commencé à faire penser des ordinateurs à la place des êtres humains. Je partage effectivement tout à fait votre analyse. Il n'y a plus beaucoup de temps pour répondre. Donc oui, non, mais question courte, oui, on est tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut pas confondre les moyens et les objectifs. Je crois qu'il y avait une dernière question là. Oui. Pour, la dernière. Voilà. Le président a dit la dernière. Merci, bonjour, docteur Rechnecker. Je voulais poser une question qui est peut-être un petit peu hors sujet, mais qui est quand même d'actualité en ce moment sur la place de Grenoble. Et ce sujet a été abordé par Mme la directrice de l'hôpital. C'est celui de l'absorption par l'hôpital du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital de la clinique Beldon. C'est un service qui traite à peu près 400 CEC par an. Ça va vous faire une sacrée surcharge à l'hôpital. Vous allez être forcé d'investir. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, vous cherchez les fonds alors que l'investissement est fait depuis belle lurette à Beldon. Nous avons les blocs opératoires, nous avons le personnel, ça tourne bien depuis une vingtaine d'années. Quel est le but profond de cette manœuvre? Dernière question un peu difficile. Alors, docteur, je suis ravie que vous la posiez. Si le doute pouvait exister dans l'esprit des uns ou des autres, il ne s'agit absolument pas de la volonté du CHU d'absorber le service de Beldon. Le CHU n'est demandeur de rien. C'est une volonté de l'ARS de supprimer un site de chirurgie cardiaque. La même chose va être faite à Lyon. Et sachez que nous n'avons rien demandé. En termes d'investissement, ça nous a permis de rénover une aile, ce qui fait partie de nos priorités. À terme, l'ensemble du CHU sera rénové. Et puis de moderniser une de nos salles de bloc. Donc ça se fait par anticipation, parce que je vous ai dit effectivement que les blocs du CHU vont être rénovés. Je ne souhaite absolument pas que le CHU rentre dans cette polémique. J'ai de très bons contacts avec le directeur de Beldon et nous n'avons rien demandé. Je ne sais pas si Jean-Paul souhaite rajouter un point. Non, mais... Oui. Non, mais je crois qu'il faut effectivement, nous sommes dans un contexte où nous devons allier nos forces et nous ne devons pas effectivement montrer à nos tutelles que nous avons justement des inclinaisons qui ne vont pas dans le même sens. Je crois qu'il faut essayer de faire en sorte que nous puissions rendre en tout cas à la population le meilleur service possible. Et puis vis-à-vis de nos tutelles, que nous essayons, nous, médicaux au sens large du terme, de nous organiser le mieux possible dans ce sens. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les orateurs qui ont accepté de participer à cette table et également l'auditoire de l'attention qu'il a portée. Bravo.
Donc là, on va prendre 10 minutes le temps de prendre un café, puis je vous demanderai de revenir en salle le plus rapidement possible, c'est-à-dire que la prochaine table ronde démarrera à 16h et elle aura pour objectif de parler des entreprises.